que ce que j'appelle l'état de vigilance, cette espèce de discours sécuritaire généralisé, s'explique d'abord par le fait que les représentations du progrès positif, du temps, de l'avenir comme de quelque chose de positif, se sont affaiblies au profit de la catastrophe. Parce que la catastrophe, évidemment, c'est l'image inversée du progrès. Ce sont deux manières de nommer l'avenir. La première est positive, politique et émancipatrice. La deuxième, tout aussi politique, tout aussi collective, mais peut-être un peu moins émancipatrice, la catastrophe. Et qu'évidemment, vivre dans le sentiment d'une catastrophe inéluctable, c'est aussi le meilleur moyen, je dirais, de convaincre les individus de se soumettre à l'ordre établi. Alors justement, à la lecture de ce livre, il y a des choses qui sont quand même pas mal bousculées, même au niveau conceptuel. Une des choses qui est assez frappante, c'est alors peut-être les préconçus, les présupposés par rapport à ce qu'on entend par le libéralisme, ou même ces différents dérivés, ultralibéralisme, néolibéralisme, qui impliquent quand même une certaine forme de liberté de l'État et de perte de souveraineté de l'État dans le domaine, on va dire, de l'économie ou de l'économie politique, avec la position de autoritaire. Donc cette espèce de contradiction de première apparence entre le libéralisme, qui n'est pas souvent associé justement à quelque chose d'autoritaire ou quelque chose de... et justement un État beaucoup plus fort, un État qui pose sa souveraineté sur des questions justement de sécurité. Est-ce qu'on est là dans une contradiction, ou est-ce que vous voyez plutôt une évolution, une nouvelle définition finalement de ce que peut être ce qu'on pouvait entendre conceptuellement par libéralisme? Alors, c'est une grande question. Je dis tout de suite qu'à titre personnel, enfin, je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un dans cette salle, mais à titre personnel, je me définirais moi plutôt comme un libéral, mais pas comme un néolibéral. Et alors évidemment, bon, encore des subtilités de philosophe, je vais essayer en quelques mots d'expliquer la différence justement à partir de ce thème de sécurité. Le libéralisme, c'est un courant philosophique, politique, qui date du XVIIe, XVIIIe siècle, et qui, on va dire, se caractérise essentiellement par la chose suivante, je suis obligé d'aller très vite, les droits de l'individu contre les risques de la collectivité, ou les contraintes collectives, d'abord religieuses, ensuite étatiques, les deux, puisqu'à l'époque où le libéralisme s'est fondé, les religions constituaient un danger ou un risque, en tout cas une menace pour les libertés individuelles, au moins autant que les États. Bon. Alors le libéralisme a forgé un concept très précis de sécurité, qui est le concept de sûreté. Et je pense qu'avec ça, on va pouvoir éclairer un peu la différence avec le néolibéralisme. Souvent, on entend dire, généralement, les partisans de ces politiques sécuritaires invétérés, les partisans invétérés de ces politiques sécuritaires, nous disent que la sécurité est la première des libertés, ou que la sécurité est un des droits de l'homme. Or, la sécurité, le mot sécurité, n'apparaît dans aucune des déclarations des droits de l'homme. Ni celle de 1789, ni les suivantes, de la Révolution française, ni celle des droits américains, ni celle de 1948. Ce qui apparaît dans toutes ces déclarations, c'est le concept de sûreté, qui est typiquement libéral. Et il y a une différence. La sûreté, ce sont les droits de l'individu face essentiellement à l'État. C'est-à-dire, ce sont les libertés, c'est en quoi c'est un principe libéral, la liberté d'opinion, la liberté d'engagement, la liberté de croyance, la liberté de la presse aussi, en tant qu'elles doivent être garanties contre les tentatives, ou les tentations plutôt de l'État, quel qu'il soit, même quand il se veut démocratique, d'empiètement sur nos libertés individuelles. Autrement dit, lorsqu'on dit la sûreté est un droit de l'homme, on veut dire que l'un des droits de l'homme et du citoyen, c'est de ne précisément pas de pas faire l'objet pas seulement d'intimidation évidemment, mais même, disons, de politiques de renseignement de la part de l'État. Et lorsqu'on dit sécurité aujourd'hui, ou lorsqu'on justifie des mesures politiques au nom de... C'est la NSA qui attaque. Lorsqu'on prend des mesures donc sécuritaires, en réalité, on ne vise pas le rapport entre l'individu et l'État, ni même d'ailleurs entre l'individu et... Non, ça va pas comme ça. Oui, c'est aussi bien. Non, faut que je fasse ça bien. Il y a des bruits de fou. Donc, on ne parle pas donc de la sûreté, on parle du danger que feraient ou font d'ailleurs de fait parfois peser sur nous les autres, c'est-à-dire non pas de manière verticale l'État, mais de manière horizontale, des groupes terroristes, des délinquants, des criminels. Bon. Et alors évidemment,
le risque, c'est de sacrifier la sûreté à la sécurité, puisqu'on sait bien qu'une des dimensions des politiques sécuritaires, c'est de donner aux États, d'une part, ou à des entreprises privées d'ailleurs, on pourra peut-être revenir sur ce point aussi, la sécurité ce n'est pas qu'une affaire d'État régalienne, l'État délègue beaucoup à des entreprises privées, on donne à ces instances des informations sur nos vies, sur nos désirs, sur nos mouvements, qui font qu'il y a une espèce de naïveté parfois, y compris dans la peur, on est toujours très naïf, et surtout en grande demande vis-à-vis d'une autorité politique, qui s'installe chez nous, je ne m'exclus pas du tout, consistant à dire, au fond, l'allié naturel de l'individu et de ses libertés, ce sont les États. Bon, alors là, j'appellerais à une petite prudence libérale, si vous voulez, par rapport à cette croyance, quand même, qui a été un peu démentie dans les faits, dans l'histoire, selon lesquelles, spontanément, les administrations, quelles qu'elles soient, il ne s'agit pas là de tel gouvernement ou de telle couleur politique, les administrations seraient systématiquement du côté des libertés publiques. Donc le libéralisme, même si on peut le discuter sur quantité de points, le libéralisme, traditionnellement, il insiste, c'est l'état de droit, c'est-à-dire il faut soumettre l'État au droit, à des procédures, et justement, c'est un ennemi acharné des procédures d'exception. Le libéralisme, dans toute la tradition libérale, vous avez une critique systématique des états d'urgence, états d'exception, il y a une grande critique libérale, si vous prenez un auteur pourtant pas franchement gauchiste, comme Raymond Aron, c'était un opposant ardent, pourtant de droite, mais un opposant ardent à l'article 16 de la Constitution de la Ve République qui donne potentiellement les pleins pouvoirs au président de la République. Alors le néolibéralisme, c'est tout autre chose. Je n'ai pas le temps, parce que ça prendrait beaucoup de temps, et puis c'est pas le propos, de faire l'histoire du néolibéralisme, mais c'est une doctrine beaucoup plus récente, disons années 1900, au cours des années 30, qui évidemment a un lien avec le libéralisme, mais avec le libéralisme essentiellement dans sa dimension économique, qui est fondée sur l'idée que l'homme se définit comme homme économique, c'est-à-dire comme un être qui, dans tous les domaines de sa vie, calcule en fonction ou selon des critères de coûts et de bénéfices dans chacun de ses investissements. Je ne parle pas que des investissements financiers et économiques stricto sensu, c'est l'idée que même dans le domaine amoureux, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'action, je dirais quotidienne, et même dans le domaine affectif, eh bien, tout peut être compris ou pensé ou analysé ou interprété en termes de coûts et de bénéfices. C'est depuis cette doctrine-là, par exemple, qu'on a parlé non seulement de capital au sens classique du terme, mais de capital social, de capital santé, de capital affectif, de capital relationnel. Quand on dit que nous avons un capital santé, un capital affectif, un capital relationnel, cela veut dire que nous faisons des investissements. Je vais retourner sur la sécurité, rassurez-vous. Que nous faisons des investissements en matière, mettons, de santé, mettons, je sais pas, mon capital santé est de 100, bon, enfin, il n'est pas très bon à la base, admettons, donc il est de 80, je fume, je ne fume pas, je bois, je ne bois pas, je me drogue, je ne me drogue pas, je fais du sport, je ne fais pas de sport. Donc, il y a un calcul rationnel qui se fait, et dans ce domaine-là, évidemment, le but, en principe, selon cette idéologie, c'est d'avoir le maximum de bénéfices par rapport au rendement, par rapport à la dépense. Autrement dit, c'est cette idée que la liberté économique ne vaut pas que sur le marché, ou plutôt que tout étant un marché, y compris notre vie la plus intime, eh bien, nous faisons des investissements en permanence. Alors, là où le paradoxe que vous évoquiez, c'est-à-dire peut-on parler, puisque dans le livre je parle d'État libéral autoritaire, en fait il aurait fallu dire néolibéral autoritaire, mais déjà que c'est pas très joli, donc bon, néolibéral autoritaire, là où cela peut-être est moins paradoxal, c'est que il me semble que, premièrement, si on insiste exclusivement sur la liberté humaine au sens économique, alors ça produit un effet, c'est que tout ce qui, dans un comportement humain, peut apparaître comme irrationnel, c'est-à-dire comme quelque chose, comme des comportements ou des conduites ou des désirs ou des manières de vivre qui ne sont pas, somme toute, selon le modèle coût-bénéfice, tout ce qui relève, je dirais, au fond, de la liberté telle qu'on l'entend traditionnellement, c'est-à-dire du droit à s'excepter de ce calcul pour faire des choses qui sont peut-être plus risquées, moins précautionneuses, mais peut-être aussi plus intéressantes dans la vie. Je ne parle pas de la chose délictueuse, je parle simplement de choses apparemment irrationnelles. Eh bien, tout cela est considéré comme dangereux, suspect, et même comme étant un comportement qui remet en cause un petit peu la rationalité sociale. Et par exemple, je n'explique pas autrement, d'un point de vue cette fois-ci politique,
pourquoi nous n'avons jamais été aussi libres économiquement, et pourtant, dans nos démocraties occidentales, parlons des États-Unis pour ne fâcher personne, les États-Unis est un pays, on ne peut pas dire qu'il soit à l'avant-poste de la lutte contre le capitalisme et la liberté marchande, et pourtant on constate depuis au moins une trentaine d'années, et ça n'est pas seulement depuis l'époque Bush, même si j'en parlais beaucoup dans la première édition, Bush fils, un étrange accord, peut-être ça évoquera des choses par rapport à une primaire récente, un étrange accord entre un libéralisme économique effréné et un néoconservatisme, ou un conservatisme dans le domaine moral ou dans le domaine politique tout à fait frappant. Bon, alors on n'aime pas, c'est même pas la question. On peut se demander comment se fait-il effectivement qu'on soit à ce point inflexible sur la liberté d'entreprendre et à ce point inflexible sur la morale, ou ce qu'on appellerait, disons, enfin les ordres moraux. Je ne suis pas sûr que c'est la morale d'ailleurs, ce soit la morale. Eh bien, à mon avis, c'est lié au fait que cette liberté économique-là, elle fait peser sur les individus des contraintes qui sont extrêmement fortes et qui ont cette caractéristique qu'elles sont intériorisées. Je vais m'expliquer dans un sens sur ce point. C'est qu'on n'a même pas eu besoin forcément que l'État soit là comme une instance extérieure qui va nous obliger en fait à avoir tel ou tel comportement. En réalité, nous sommes tous, je crois, ici incités c'est au fond ça que j'appelle l'état de vigilance. Hein. Nous sommes incités à être précautionneux, à regarder le monde comme avec des yeux un peu suspicieux. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça ne l'est pas? Nous sommes invités par les autorités, qui ne sont pas seulement les autorités politiques, aussi du point de vue économique, à être de plus en plus précautionneux dans nos investissements,